Les experts européens. Les experts européens, 15h-16h. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts européens, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Alors nous parlons aujourd'hui de votre couple. Le vôtre ressemble plus à une cascade, un torrent, un ruisseau sinueux, bref, rien à voir avec un long fleuve tranquille. A priori c'est normal, sauf quand l'un des deux décide de dévier le cours d'eau sans l'accord de l'autre. Quelles sont les querelles qui font du bien et celles qui anéantissent le couple? Comment prévenir ou au cas échéant, surmonter une crise? Comment faire face à l'infidélité, à la routine, aux contentieux financiers, aux différences qui nourrissent et parfois aussi pourrissent votre couple, ou alors à une sexualité absente ou non consentie dans le couple? Comment communiquer autrement que sous le coup de la colère ou de la rancœur? Comment réinventer son couple après une pause de quelques mois, voire quelques années? Les experts européens répondront à toutes ces questions. Si vous traversez une période difficile ou si vous avez surmonté une crise, eh bien j'attends vos questions et vos témoignages au 39 21 ou sur europe1.fr. Hortense Ziftin nous livrera son remède anti-crise dans le couple. Ça risque d'être cocasse. Rendez-vous aussi avec Roland Pérez pour des conseils juridiques. Comment repartir à deux après une crise ou une pause? C'est maintenant sur Europe 1. Les experts européens. Elena Morna. Pour répondre à toutes vos questions, je suis donc entourée de Delphine Appiou, rédactrice en chef de Biba, qui consacre ce mois-ci un dossier sur les couples qui font un break et qui repartent ensemble. Bonjour Delphine. Bonjour. Avec nous également Christine Todt, psychologue et psychothérapeute de couple. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, en tant que thérapeute de couple, vous constatez quels sont les problèmes les plus récurrents dont les patients viennent se confier à vous? Alors c'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Oui, j'ai compris. C'est principalement l'infidélité, principalement. Après, les problèmes de communication et aussi de plus en plus deux mouvements de vie qui commencent à s'opposer. Un qui a envie de quelque chose d'un peu plus moteur, un peu plus vivant, et un qui préférait rester dans le même style de couple. Est-ce que la sexualité, ça fait aussi partie des problèmes qu'on évoque souvent dans les cabinets des thérapeutes? Ça arrive effectivement, mais c'est souvent un des symptômes. C'est pas forcément la cause. C'est le symptôme. Voilà, c'est plutôt un symptôme. Delphine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais poser une question. Est-ce que vous parliez d'aspirations différentes ou de rythmes différents? Est-ce que les femmes ont plus envie de bouger et les hommes moins envie de bouger? Très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a 10 ans, faut vous rapprocher du micro. Il y a 10 ans, c'était principalement les hommes qui effectivement venaient en demandant un changement de vie et effectivement créer un couple un peu plus vivant. Et ça fait à peu près entre 5 et 10 ans que ce sont les femmes qui revendiquent le droit à un mouvement plus actif dans le couple, à quelque chose de plus vivant et qui se plaignent de la tranquillité du mari. Est-ce que justement il y a des périodes plus délicates que d'autres dans les couples, des turbulences inévitables? Alors bien sûr, on pense à l'arrivée des enfants, on pense à la quarantaine, voire la cinquantaine. Maintenant, on parle de la soixantaine, comme si, ou alors les fameux 3, 5, 7 ans. Est-ce qu'il y a des périodes plus fragiles que d'autres? Oui, effectivement. 3-4 ans après la naissance du dernier enfant. Effectivement, là, il y a une remise en cause de son fonctionnement de vie de couple. Et est-ce qu'il y a des crises plus compliquées à surmonter que d'autres? Il y a des crises beaucoup plus compliquées. Tout ce qui est problématique de communication se résout assez facilement. Infidélité, selon les causes, se résout assez facilement. Tout ce qui est changement de vie, c'est-à-dire mouvement de vie, c'est beaucoup plus complexe et ça se termine. Quoi, par exemple, un mouvement de vie? Un mouvement de vie, c'est l'un qui veut partir, l'autre pas, l'un qui travaille, l'autre qui est au chômage. C'est pas exactement ça. C'est quelqu'un qui aurait découvert grâce à l'autre sa force, qui se serait renforcé, se serait rendu plus indépendant. Et qui jette sa vieille chaussette. Et qui a envie, de vivre autrement. D'en faire profiter quelqu'un d'autre. Qui a envie de vivre autrement. Et effectivement, l'autre est déstabilisé, puisqu'en changeant dans le couple, on change le couple aussi. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous indiquent que le couple est en danger? Comment faire le tri entre les petites querelles, qui peuvent être saines, et les querelles plus toxiques? Oui, il y en a un, c'est la répétition, pas forcément, c'est pas la fréquence, c'est l'intensité et la capacité à stopper la dispute. Quand on n'arrive plus à réduire rapidement une dispute, c'est qu'on est en train d'accumuler une dette contre l'autre. Mais il y a des couples qui fonctionnent sur la dispute aussi, sur l'engueulade. Oui, qui fonctionnent. Et en général, d'ailleurs, c'est beaucoup de disputes courtes. Et la meilleure solution pour en sortir, c'est l'humour, c'est parler. Delphine, ouais, c'est ça. Ouais, moi je pense qu'il faut parler, beaucoup communiquer, oui. Ouais. Mais
pas à s'acharner non plus. Je crois que c'est un peu absurde de vouloir s'acharner. On a fait une émission ici où on évoquait la différence entre les femmes et les hommes, et on disait que justement parler, c'était un truc de fille et moins un truc de mec. Bon, alors nous sommes au téléphone avec Valérie qui nous a contacté au standard d'Europe 1 le 3921. Bonjour Valérie. Bonjour Elena, bonjour les experts. Alors, vous traversez avec votre mari une période difficile. Ça a débuté quand et à cause de quoi ? En fait, ça a débuté il y a 4 ans, lorsque mon mari a été infidèle, en fait, et j'ai découvert cette infidélité. C'est-à-dire, vous l'avez pris en flagrant délit ou vous avez fouillant dans ses textos ? En fait, d'abord sur ordinateur, sur un message sur ordinateur, parce que je voulais lui laisser un petit mot gentil, et j'ai vu qu'il y en avait un autre avant vous. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé effectivement à chercher le téléphone, les textos, à avoir son emploi du temps, et puis j'ai découvert le poteau rose. Donc en fait, je suis allée le voir, on s'est expliqué, il m'a dit que il a reconnu. Il m'a dit que c'était une histoire sans importance, etc. Mais en fait, c'était quelqu'un de notre entourage qu'on côtoyait régulièrement. Double trahison. Et puis, moi, ça m'a fait effectivement un gros choc, parce que j'avais une énorme confiance en mon mari. Enfin, vraiment, on s'est connus très jeunes, on a traversé beaucoup de choses. Et puis, donc, il a soi-disant mis un terme à cette relation. Et en fait, je me suis aperçue que il continuait. Mais alors, c'était très sournois, parce qu'il y avait beaucoup de choses par téléphone, par boîte mail, enfin, des choses cachées. Enfin, ça a été... Et donc moi j'ai consulté pendant 2 ans pour essayer de m'en remettre. J'ai fait une grosse dépression bien sûr derrière, et on a décidé de rester ensemble parce qu'effectivement les bases étaient solides, on va dire. Mais ce qui me reste aujourd'hui, c'est le manque de confiance. Et manque de confiance en vous, en tous les deux, ou en vous toute seule, Valérie ? En lui surtout. En lui surtout, en moi aussi, indirectement, mais surtout en lui. En fait, j'avoue que je doute de tout dès que je vois avec le téléphone. Enfin ça devient une obsession, malgré j'essaye de me raisonner, mais voilà. Vous en avez reparlé ensemble du fait qu'il continue à être infidèle, ou est-ce que du coup vous avalez les couleuvres sans rien dire en silence ? Alors, on en a reparlé parce que depuis ça s'est bien terminé, et c'est sûr. Il n'y a plus rien. Enfin, au moins du moins avec cette femme, j'en ai vraiment la certitude. Je pense pas ailleurs aussi, parce que on a beaucoup évolué, on a beaucoup parlé. Maintenant, effectivement, je reste toujours dans le doute de dire. Et voilà, pour moi, la première fois est la plus difficile. Est-ce qu'après, ça peut parvenir ? Donc. Voilà, c'est même si effectivement je sais que nos bases de couple sont très solides, on a vécu beaucoup de choses difficiles, on a tout surmonté, mais celle-ci, c'est vrai que de mon côté, j'ai un peu plus de mal, quoi. Visiblement, elle n'est pas terminée puisqu'il continue à être infidèle. Bon, du coup, Christine, la perte de confiance, on la comprend, vers lui, et puis j'imagine pour vous aussi, ça vous met pas en valeur, ça ne vous aide pas à avoir confiance en vous. Quel accompagnement dans ce cas pour Christine, qui a quand même suivi une thérapie, toute seule, pas à 2. Quel accompagnement on peut proposer à Christine et à son mari, peut-être ? Valérie, pardon, et à son mari. Alors là, je voudrais vous demander quelle image vous avez de vous aujourd'hui ? L'image que j'ai de moi, et effectivement, je me demande toujours ce que je peux faire, de me remettre toujours en question, qu'est-ce qui peut plaire, en fait, je n'ai pas franchement d'image de moi, quoi. En fait. Et oui, il faudrait peut-être dans le fait de plaire à l'autre, quoi. Non. Il faudrait peut-être vous demander, est-ce que finalement dans la vie, je pourrais, plutôt que d'essayer d'être aimée, voir si moi j'aime, fonctionner dans l'autre sens. Vous demandez, mais est-ce que moi je l'aime, cet homme ? Est-ce que moi il m'apporte ? Plutôt que vous demander, est-ce que moi je vais faire en sorte que lui soit amoureux de moi ? Et peut-être, je peux rajouter, vous plaire à vous avant de lui plaire à lui. Oui, ça, je crois que c'est un gros souci, effectivement, c'est d'abord de me plaire, parce qu'effectivement, autant j'avais, je pense, plus confiance avant, même en moi, aujourd'hui, ça m'a complètement anéanti, quoi. Delphine, je me tourne vers vous, parce que c'est vrai qu'après une infidélité, vous le disiez aussi tout à l'heure, Christine, c'est difficile de repartir ensemble, hein, c'est une des crises qu'on a le plus de mal à surmonter. Comment repartir main dans la main, sans écraser les doigts de l'infidèle, comme vous le dites si bien dans Biba ?
Moi, je pense que je reviens toujours à communiquer, à parler. Ça, c'est je suis pas psy, je parle en tant que rédac chef de Biba. Et vous avez enquêté sur le sujet. On a enquêté sur le sujet. Donc toujours parler, mais moi, je reviens aussi à l'acharnement. Ne pas. Je voudrais poser une question à Valérie. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une séparation? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que le problème, c'est pas ce que vous imaginez d'une séparation? Est-ce que vous imaginez pouvoir vivre sans lui? Oui, je pense aussi, parce qu'effectivement, j'ai toujours cette angoisse de la séparation. Donc, je pense qu'après, il y a aussi tout mon passé qui fait que je suis comme ça également et que j'ai peur de me retrouver seule. Ce que dit Valérie est important, Christine, c'est en tant que thérapeute de couple, j'imagine que bien sûr on doit observer les symptômes ou la façon dont vit le couple, mais à chaque fois on retombe dans des histoires d'enfance des deux conjoints. Oui, souvent on dirige sa vie en fonction de ses peurs, les peurs qu'on a vécues ou qu'on a subies. Et une fois qu'on s'est débarrassé de ses peurs, on peut suivre sa vie en fonction de ses envies et pas de ses peurs. Et là, effectivement, vos peurs, c'est qu'on vous aime plus. Et peut-être vos envies, ce serait que vous aimiez quelqu'un. La question, elle est plus de savoir est-ce que lui va m'aimer, mais où est-ce que j'en suis moi. Il faut savoir aussi qu'il y a un avantage avec la thérapie, c'est qu'on n'est pas une nature définie. On peut se découvrir, comprendre pourquoi l'autre on a accepté l'infidélité, pourquoi il l'a vécu, pourquoi on l'a accepté, pourquoi on l'a vécu aussi. Et ensuite, souvent mes patientes me disent mais là ce que vous me demandez c'est pas ce que je suis. Et c'est un peu le principe, c'est de découvrir autrement quelqu'un d'autre qu'on peut être. Valérie, vous avez donc un bon travail à faire. Oui, je vois. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter pour nous dire comment ça va mieux, et on l'espère. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup et merci pour tout. Mais c'est nous qui vous remercions, Valérie. Et vous, où en êtes-vous dans votre couple? Quelles sont les couleuvres que vous avez avalées en silence? Comment surmonter une crise après une infidélité? Comment repartir ensemble après une rupture? J'attends vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. À suivre, la crise d'Hortense Diftin. Tout de suite. Couple, comment surmonter une crise? Il est parti acheter des cigarettes avec son sac de voyage. Elle vous a trompé, ça vous a dégoûté, mais vous l'aimez toujours. Comment sortir de l'impasse et recoller les morceaux? Elena Morna et les experts Europe 1 attendent vos questions et vos témoignages au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. C'est vrai ça, Céline? Il est parti avec son sac de voyage des cigarettes? Non, Non, c'est pas vrai. Delphine Appiou de Biba et Christine Toth, psychologue et psychothérapeute, vous conseille en direct. Et notre experte Love a rejoint l'équipe. Il s'agit d'Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors, j'ai cru comprendre qu'il vous arrivait de temps en temps de vous improviser thérapeute de couple. Mais oui, Ouais. c'est pour ma copine Nathalie. Encore. Elle m'agace, elle m'énerve, elle écoute rien. Surtout pas moi d'ailleurs, ni les experts européens. Ah, c'est vrai qu'on elle a parlé. m'agace. Parce qu'il y a 2 mois, elle est venue nous demander des conseils pour sauver son couple. Il y a 3 semaines, elle me demande ce que je pense de la thérapie de couple. Total des courses, elle fait rien, mais il s'est barré. C'était couru d'avance. Elle me dit non, Hortense, pas du tout, il ne m'a pas quitté. Il a décidé d'un commun accord avec lui-même et sa secrétaire qu'on ferait une pause, un break. Excuse-moi Nathalie, je voudrais pas te fuyer le bourdon, mais t'avoir qu'une pause qui dure 2 ans, surtout si l'autre en profite pour refaire sa vie ailleurs, ça s'appelle plus une pause. Ça s'appelle je t'ai laissé tomber comme un vieux slip. C'est quoi cette idée à la noix de faire un break, de vouloir faire le point? Le point final, ouais. Alors c'est pas bon le coup du break, Nathalie. Ça, faut être très sûr de son coup, faut se méfier. Parce que le break, c'est le moment des comptes. Ils le disent bien dans Biba. C'est le moment où il se rend compte, ton chéri, que la vie est quand même bien plus sympa sans toi. Alors que toi, tu te rends compte que le Monopoly avec ta fille, c'est pas le truc le plus marrant du monde. Un Monopoly à 3, c'est pas l'éclate, mais à 2, c'est le cauchemar. Tu te rends compte aussi que le soir, tu te retrouves toute seule, vautrée dans ton canapé à manger des chocolats, en regardant les experts Miami. Ou l'amour dans le pré. Ouais, ou en pleurant sur Ne me quitte pas de Brel, que t'as mis en boucle. Ça, c'est un truc des filles. Dès qu'on est triste, faut qu'on mette des chansons tristes. C'est pour être encore plus triste, c'est comme ça. Et en plus, ta cerise sur le gâteau, c'est que t'as plus d'amis, cause c'était surtout les siens. Le cauchemar, Ah ben, il est beau le break, Puis sans rentrer dans des considérations bassement matérielles. Qui va payer le loyer? Parce que le couple, c'est ça aussi. C'est diviser les factures en 2. Alors elle me dit oui, mais multiplié par 2. Voilà. Elle me dit Hortense, et l'amour dans tout ça? Mais quoi, l'amour, ma petite Nathalie? Mais il faut savoir que dépassé un certain temps,
couple n'est plus systématiquement synonyme d'amour. D'ailleurs, quand on lit Biba, pas une fois il est mentionné le mot amour. Bah alors Delphine. D'ailleurs, il y en a même qui mettent leur boulot au même plan que leur couple pour que ça marche. Mais si c'était de l'amour, ils pourraient pas. Non, là, franchement, je lui ai dit à Nathalie, excuse-moi, mais pour toi, je pense que c'est mort. À moins de le kidnapper ou de le payer très cher, je vois pas comment tu peux pas le revenir. Non, c'est foutu. C'est mort. Bon, bah, le bon conseil d'Hortense à suivre ou pas. Et vous, avez-vous réussi à repartir à deux après une pause dans le couple? Quelles sont les conditions pour repartir sur des bases harmonieuses? Les réponses des experts européens. Vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. Tout de suite, la dernière danse de circonstance. Elena Morna, 15h, 16h, sur Europe 1. Comment recoller les morceaux après une grosse crise dans le couple? Delphine Appiou du mensuel Biba et Christine Toth, psychologue et psychothérapeute, sont les experts européens. Et nous sommes au téléphone avec Jules. Bonjour Jules. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Alors vous avez malheureusement découvert il y a 2 semaines que votre compagne vous trompe? Oui, c'est ça, oui. Et du coup, vous avez décidé tout simplement de vous séparer, c'est ça? C'est séparé. En fait, le problème, c'est qu'on a 2 enfants qui sont en bas âge. Il y a le premier qui a 4 ans et le deuxième, il aura 2 ans là bientôt. Et maintenant, il y a 2 semaines, juste avant les fêtes de Noël, on n'arrêtait pas de se disputer parce qu'elle sortait tout le temps aller manger avec ses copines et moi, j'étais à la maison avec les gamins. Alors, j'en avais marre de jouer comme ça, le monsieur qui reste à la maison, qui sort jamais, qui s'occupe des gamins. Et 3 jours avant les fêtes de Noël, je dis, écoute, il faut qu'on fasse la paix. Et comme pour les gamins, on essaye de recoller les morceaux. Ouais, c'est bien ça. Alors, je me suis rendu compte que non, elle n'était pas trop partante. Et le matin, quand elle prend sa douche, je dis, je lance un coup d'œil dans son téléphone, voir un peu ce qui se passe. Alors, je me rends compte que elle avait un amant, avec qui elle avait encore couché il y a quelques jours. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, en fait, ton comportement, c'est parce que tu as quelqu'un. Elle n'a même pas voulu discuter, elle m'a avoué tout de suite. Et je suis allé voir sa maman, on en a discuté, elle aussi on en a parlé. Maintenant elle me dit, écoute, c'est un copain, j'étais avec lui avant qu'on s'est connus, toi et moi. Ça fait 5 ans que je l'ai pas revu. Maintenant que tu as découvert le truc, j'arrête tout, on repart sur des nouvelles bases. Là, depuis 10 jours, depuis quelques jours, là on est ensemble de nouveau. Elle me jure que c'est fini, elle sort plus. Maintenant, j'ai envie de savoir, quand c'est comme ça, moi j'ai accepté de faire la paix pour les enfants. Est-ce que c'est possible qu'on refasse confiance à quelqu'un comme ça et repartir sous des nouvelles bases? Ou alors elle finira toujours par vous tromper? Et ça, j'ai envie de savoir, vous voyez. Jules, c'est toujours pas possible de repartir ensemble, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Justement, quand il y a eu une infidélité, mais là, visiblement, Jules, il a envie de repartir, il a envie de faire la paix, son épouse aussi. Quelles sont les conditions de base pour bien repartir ensemble? Est-ce que parfois il y en a qui se séparent un petit moment et qui réfléchissent chacun de leur côté, qui se posent des questions. Quelles questions? Comment est-ce qu'on repart ensemble sur de nouvelles bases? Je dirais qu'une des conditions de base, c'est d'avoir envie tous les deux. C'est visiblement le cas. S'il n'y a pas déjà une envie commune, un désir commun d'avancer et de repartir, je vois pas bien comment ça peut se faire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Parce que ça a l'air facile de dire allez, on repart sur de nouvelles bases. Est-ce qu'il faut d'abord parler ensemble, parce que la communication est importante, dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, refaire quelques réajustements, refaire une espèce de contrat tacite entre les deux? Concrètement, comment on repart ensemble? Parce que c'est pas facile, parce que celui qui a été trompé, il va encore s'imaginer que, on en a parlé avec Valérie tout à l'heure, il y a quand même la confiance et sa paix à la base. Oui, on peut pardonner, mais on n'oublie pas forcément, quoi. Peut-être qu'il faut savoir pourquoi la personne a trompé. Quel était le message? Parce que oui. Parce que moi, le problème, c'est que pendant 8 mois, elle sort tout le temps avec ses copines. C'est pratiquement toutes les semaines. Et moi, j'en avais marre de lui dire, écoute, quand on vit en couple, on ne sort pas comme ça tout le temps là, son conjoint à la maison. Et elle n'écoutait pas. Alors, il y a un moment où, avant les fêtes de Noël, je dis, écoute, je boude, comme ça, et je lui parle plus. Peut-être qu'elle va réagir. En fait, ça servait à rien. Ça a pu me pousser à avancer un peu le truc, se mettre avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis 5 ans.
Et bon, aujourd'hui, elle a effacé tous les numéros des téléphones des gens qu'elle connaissait. Donc c'est qu'elle a envie de repartir. Donc c'est qu'elle a envie de repartir, Jules. Dans ce cas, est-ce que voilà, je repose cette question. Est-ce qu'il y a des réajustements à faire dans le couple? Peut-être que Jules peut lui dire OK, une fois par semaine t'as ta soirée. En revanche, une fois par semaine j'ai la mienne. Est-ce que c'est comme ça que ça peut éventuellement fonctionner, surmonter cette crise? Oui, je trouve c'est un très bon conseil. Visiblement, votre femme, elle est pas au même niveau de vie que vous, au même stade. Et là, elle a eu besoin de vivre une période un peu d'adolescente. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous lui proposer d'écrire les deux choses que vous ne pourriez pas supporter de faire à l'autre. Comme ça, vous savez tous les deux les deux choses, les deux valeurs auxquelles vous tenez. C'est-à-dire que Jules elle, ce qu'elle adore, c'est sortir, avec ses copines de bac, ses copines avec qui elle était. Je lui ai dit, je m'oppose pas. Tu peux sortir avec tes copines, aller manger de temps en temps, mais ça peut pas être tous les week-ends. Vous voyez? Et si elle a besoin de cet espace de liberté pour être bien avec vous, si une fois par semaine elle a besoin de ce petit espace, de faire la fofolle avec ses copines pour être bien avec vous, pourquoi pas? Est-ce que vous ne pourriez pas l'accepter? Et vous aussi, peut-être en échange le faire. Eh ben alors c'est que vous pouvez repartir ensemble dans ce cas, Jules, vraiment. Oui, et proposez-lui, marquez-lui, écrivez-lui sur un papier, parce que quand on écrit, c'est différent. Quand on parle, les mots disparaissent très vite. Les choses qui vous blesseraient énormément, vous pouvez lui écrire sur un papier, voilà, que tu sois jamais présente et que tu sortes trop avec tes amis me fait mal. Comme c'est une femme et que les femmes ont une tendance à l'empathie, elle tiendra compte, certainement, et ça lui permettra de passer aussi une étape un peu plus adulte. Eh bien, merci beaucoup, Jules, pour votre appel. Où en êtes-vous dans votre groupe? Petite crise à répétition ou grosse crise insurmontable? On en parle et on essaye de s'en sortir. 3921 ou europe1.fr pour vos questions. Couple, comment surmonter une crise? Quelles sont les raisons de vos conflits récurrents? Comment recoller les morceaux? Elena Morna et les experts Europe 1 attendent vos questions, vos témoignages au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Delphine Appiou et Christine Todd sont les experts du jour et Roland Pérez nous a rejoint. Bonjour Roland. Oui, bonjour à toutes et à Alors tous. Vous voulez nous parler d'une bonne nouvelle finalement, vous voulez nous parler des couples qui se sont séparés mais qui se remarient. Et oui, je me suis intéressé au remariage après 20, 10, 30 ans. Finalement, certains conjoints s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus vivre sans l'autre, que finalement c'était un peu leur port d'attache, et ils reviennent à leurs premiers amours et décident de se remarier. Alors là, il y a les enfants sont a priori assez contents, même s'ils ont l'impression d'avoir été floués toutes ces années. Donc tout se passe bien d'un point de vue, on va dire, moral. D'un point de vue juridique, c'est un peu plus compliqué parce que la question s'est posée en fait sur la pension de réversion. Et oui, je vais vous parler du décès du conjoint, moi. C'est-à-dire que lorsque normalement vous avez été marié, lorsque vous divorcez, vous avez le droit au prorata du nombre d'années avec la personne avec laquelle vous avez vécu. Vous avez le droit à percevoir une partie de la pension de retraite de ce monsieur ou de cette dame avec laquelle vous avez vécu lorsque vous avez été marié. Et puis il y a une exception, si vous vous remariez vous-même, c'est fini, vous n'avez plus le droit du tout à cette pension. C'est la nouvelle femme qui a le droit à cette pension au nouveau conjoint. Si on se remarie avec le même. Mais si on se remarie avec le même, la question s'est posée devant les caisses de retraite. On s'est dit, mais alors finalement, si on se remarie, on n'a plus le droit à rien. On a juste la nouvelle période, peut-être la fin de vie. Eh bien, la loi a changé. La loi en 2007 a changé et est venue dire que lorsque vous vous remariez avec la même personne, eh bien, vous alliez pouvoir bénéficier de cette pension de réversion et on va cumuler les années du premier mariage et les années du second mariage. C'est une bonne motivation pour se remettre ensemble. Mais oui, c'est bien. L'argent est toujours une bonne motivation dans certaines choses. Non, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, avant l'émission, ensemble, de l'amour dans le couple. Hortense a bien rigolé parce qu'elle disait oui, il n'y a pas écrit une seule fois le mot amour dans l'article de Biba. Il n'empêche que tout à l'heure, ce que nous disait par exemple Valérie, c'est qu'on entendait bien qu'elle aime tout le temps, elle aime encore son mari, même si il a encore quelques infidélités. Chacun finalement a un pacte avec son conjoint. Il y en a pour qui c'est l'amour, il y en a pour qui ce qui est important ce sont les enfants. On reste pour les enfants, on reste pour l'amour, on reste pour le confort, on reste. Il n'y a pas une valeur plus importante qu'une autre.
L'amour évolue surtout, c'est pas quelque chose de constant. L'amour, c'est quelque chose de très nouveau dans le couple. Il y a juste 2 générations qui ont découvert l'amour dans le couple et ce désir d'être absolument amoureux et d'aimer l'autre, c'est très nouveau. C'est là où ça complique aussi beaucoup les choses. Mais l'amour, c'est pas une constante linéaire, immuable, qui bouge pas dans le temps. Ça évolue. Le problème, c'est quand ça évolue pas dans le même sens, c'est très différemment. Toujours pour revenir sur l'infidélité, c'est vrai que pardonner n'efface pas l'ardoise, on pardonne mais on n'oublie jamais. Est-ce que c'est plus facile de repartir ensemble quand les deux ont été infidèles, un partout, la balle au centre, j'ai envie de dire, comme Stéphanie qui témoigne d'ailleurs dans Biba? Je sais pas, ça faudrait peut-être demander au psy, mais... Est-ce que dans ce cas-là, on se dit on est ex aequo, on a fait une bêtise tous les deux, mais on a envie de repartir ensemble? Est-ce que c'est plus facile dans ce cas-là que quand il y en a un qui a été trompé plutôt que l'autre? Quand c'était trompé pour vivre, oui, c'est mieux. Après, il faut vraiment trouver les raisons pour lesquelles on trompe. Soit c'est une envie de vivre, soit c'est un symptôme parce qu'on sait pas le dire autrement. Et si c'est un symptôme que les deux trompent, ça changera rien. Ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup les tromperies par vengeance. Il m'a trompé, donc je vais lui faire pareil. Ça marche pas. Ça n'aide pas à surmonter, le couple. Et le break, puisque c'est le thème de ce dossier dans Biba, est-ce qu'il y a une bonne durée de pause? Est-ce qu'il y a une durée qui donne de l'élan et une durée qui n'annonce rien de bon, comme le suggérait justement Hortense tout à l'heure, quand ça dure trop longtemps? Est-ce que une pause, un break, c'est quoi? C'est quelques mois aussi. C'est vrai, Hortense rigolait de ça et c'est tout à fait juste. Un break, c'est peut-être un sas pour éviter de se dire tout de suite on va se séparer. Donc c'est vrai que faut pas idéaliser. Dans la plupart des cas, quand on dit je fais un break, c'est une rupture qui s'annonce quelques mois après. Ça, c'est une réalité. Mais on a tous besoin, on est des êtres humains, on a besoin de temps pour accepter les choses. D'abord l'accepter, se le dire à soi-même, ensuite le dire à l'autre. C'est pas quelque chose de très facile, une séparation. Roland, vous parliez de break. Alors on a pris cette notion de break dans les procédures de divorce aujourd'hui, parce qu'un break qui dure 2 ans permet à l'un ou à l'autre de demander automatiquement le divorce sans avoir à justifier une quelconque raison. C'est-à-dire que lorsqu'on vit ensemble et qu'on a des griefs à se reprocher et qui fait que le divorce peut être un peu compliqué, souvent les avocats conseillent en disant écoutez, séparez-vous, elle a beaucoup de choses à vous reprocher a priori, oui, il a beaucoup de choses à vous reprocher, un adultère ou diverses griefs. Attendez un peu, attendez 2 ans, et si vous êtes séparés pendant 2 ans, la séparation pendant plus de 2 ans permet de demander le divorce automatiquement sans avoir à justifier quoi que ce soit. Donc c'est un break générateur des fois d'une procédure de divorce plutôt paisible. Quand on fait un break, quels sont les signes qui laissent espérer que tout n'est pas perdu? Mais quand on se pose plus près du micro, s'il vous plaît. Quand on essaye de comprendre, parce que là on parle des conséquences, mais il y a toujours une raison à quelque chose qu'on fait. Si on trompe l'autre, c'est soit parce qu'on n'est pas quelqu'un de bien et qu'on s'en fiche complètement des humains, soit c'est parce qu'on veut envoyer un message, soit c'est parce qu'on veut quitter la personne et on sait pas comment le faire. En fait, à partir du moment où on a compris les raisons et qu'on peut les expliquer à l'autre et que l'autre est d'accord avec ces raisons-là et accepte aussi de changer, on peut retourner ensemble après un break. L'objectif du break aussi, c'est de se poser les bonnes questions. Oui. Donc c'est de répondre à tout ce que vous venez de dire. C'est de sortir du couple pour retrouver l'individu. Le couple, il est fait de 2 individus et parfois l'un des 2 disparaît dans le couple. Donc on est obligé de sortir du couple pour se retrouver. Et quand on redémarre une nouvelle vie à 2 après un break, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si facile. C'est-à-dire on revient avec la valoche, pouf pouf pouf, je mets mes affaires dans le placard, c'est reparti comme en 40 ans. Non, ça, je comment ça se passe? Je pense pas que ça reparte comme si de rien. Enfin, en tout cas, moi je dirais qu'il faut pas que ça reparte comme si de rien n'était. Puis c'est délicieux les petites vengeances, de pouvoir faire de balancer des petites vannes quand on a été blessé, même pendant 5 ans, 10 ans, ça peut être plutôt marrant. Mais non, je pense pas qu'il faille repartir comme si de rien n'était. Au contraire, ça fait partie de l'histoire du couple. En fait, finalement, la bonne nouvelle, c'est que surmonter une crise avec un break ou sans break, finalement, c'est fortifier le couple. C'est en sortir grandi. C'est sûrement fortifier le couple, mais pour revenir à votre question de tout à l'heure, je pense que la question à se poser pendant un break, c'est est-ce que l'autre me manque? Est-ce que la vie avec lui est mieux? Est-ce que séparer de lui, c'est moins bien qu'avec lui ou elle? Je pense que c'est une des questions à se poser. Christine? Oui, ou peut-être on n'est pas toujours obligé de se demander qu'est-ce que pense l'autre, mais qu'est-ce que soit on veut, où est-ce qu'on en est. En fait, on fortifie pas le couple, on se fortifie. Soit. Et après...
si on n'est pas une maman bien sûre de soi, bien posée, on va pas se fortifier avec son enfant, on se fortifie tout seul. Et ensuite, le couple, il est d'autant fortifié si l'autre a accepté aussi. Donc c'est vrai que les breaks, ça peut être une très grande découverte de soi et ensuite d'un nouveau couple. Alors nous sommes avec Bernadette qui nous a également contacté au standard d'Europe 1 le 3921. Bonjour Bernadette. Bonjour Ina, bonjour les experts. Alors vous avez découvert que votre mari menait une double vie ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'ai découvert ça en fouillant dans la veste de mon mari pour la mettre dans la machine à laver. J'ai trouvé un ticket de cafétéria avec une personne et un enfant en bas âge. Alors tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille et je lui ai posé un ultimatum qui me dise ce qu'il en était. J'ai découvert que mon mari me trompait depuis 10 ans et qu'il avait un gamin de 5 ans. Écoutez Bernadette, vous restez avec nous, on reparle de cette crise ensemble et comment la surmonter, vous nous direz comment vous avez fait. Vous pouvez encore nous contacter au 3921 ou sur europe1.fr, on essaye de recoller les morceaux quand c'est possible. À tout de suite, restez avec nous Bernadette. Couple, comment surmonter une crise entre vous? C'est explosif, vous sentez que ça va péter et vous ne parvenez pas à désamorcer la bombe. Elena Morna et les experts Europe 1 vous conseillent en direct. Il est encore temps de poser vos questions ou de témoigner au 3921, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Nous sommes toujours en compagnie d'Elphine Appiou du mensuel Biba et Christine Todd, psychologue et psychothérapeute de couple, et nous retrouvons Bernadette. Bernadette, vous avez donc découvert que votre mari vous trompait, qu'il avait une double vie et un bébé un enfant de 5 ans. Du coup, comment avez-vous réagi? Eh bien, sur le moment, j'ai très mal réagi. Parce que je m'attendais pas à ça de lui du tout. Mais du tout. C'est un homme qui est très intellectuel, il est très porté sur la culture, l'histoire et sur plein de choses. Il fait des recherches, il écrit des livres. Je me doutais pas de ça une minute. Franchement, je suis tombée de la lune, comme on dit. Donc de la colère, j'imagine? De la déception? Oui, j'ai été vraiment, pendant plusieurs mois, j'ai perdu 35 kilos en 6 mois parce que je mangeais plus, je dormais plus. J'avais du mal à assimiler la chose. En plus, mon mari, derrière mon dos, avait mêlé mes 2 fils aînés dans son histoire. Donc, je me suis sentie en plus du côté de mes enfants en disant ils ont choisi leur père derrière mon dos plutôt que moi. Donc, ça a été une affaire hyper compliquée pour moi. Qu'est-ce qui fait que vous avez surmonté ou pas cette crise aujourd'hui? Eh bien, ce qui fait que j'ai surmonté cette crise, c'est que je me suis battue. J'ai dit, c'est mon mari, c'est mon homme, il est à moi, il n'est pas à l'autre. Elle a un enfant, moi j'en ai 6. Et je ne lui laisserai pas mon mari. Et je me suis battue et j'ai gagné. Et c'est-à-dire, vous êtes battue, on parlait tout à l'heure avec Valérie qui cherchait à être aimée et qui s'était un peu oubliée. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour garder votre homme? Eh bien, écoutez, pour garder mon homme, vous savez, pour les hommes, il n'y a pas 36 solutions. S'ils vous quittent, c'est pour le sexe. S'ils peuvent revenir, ça passe par là aussi. Donc, écoutez, moi, de ce côté-là, j'ai mis le paquet et j'ai récupéré mon mari. Voilà, de ce côté-là. C'est-à-dire mettre le paquet? Les petites tenues. Bon, je lui ai fait des petites choses coquines. Voilà, des choses qui pouvaient lui donner le goût de revivre avec moi. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, mais je trouve que ce que dit Bernadette est très intéressant. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de ceux qui sont enfermés dans la routine, des mouvements de vie. Là, pour le coup, Bernadette, elle s'est interrogée. Mais vous faites plaisir aussi, Bernadette. Oui. Voilà. Bien sûr. Donc, du coup, il n'y a pas eu besoin de thérapie de couple, mais voilà, c'est où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est-à-dire que vous êtes un peu remise en cause aussi. Vous vous étiez peut-être un peu laissé aller, c'est ça? Non, comme je disais tout à l'heure à la personne que j'ai eu au téléphone. À Margot. Sur mes 6 enfants, j'ai une fille autiste qui me prend énormément de temps. J'ai été bloquée très souvent à la maison pendant que mon mari avait beaucoup de temps libre. Voilà, ce qui lui a permis de faire pas mal de choses, dont ça entre autres. Très facile de me dire, je prends le train et je m'en vais faire des recherches aux archives nationales. Les archives nationales, ouais. Donc, il ne partait pas tout seul. Bon, mais moi, comme disait la précédente personne que j'ai entendue, la confiance, moi, je l'avais à 100%, à 200%. Maintenant, c'est difficile c'est le plus dur, c'est la confiance. Encore aujourd'hui? Oui, c'est dur parce que, comme je disais à la personne que j'ai eue au téléphone, le gamin, il l'a reconnu. C'est un gamin qui a l'âge d'être son petit-fils, qui aurait l'âge d'être le fils de mes enfants. Donc, il s'investit, il va 2 fois par semaine. C'est tout à son honneur, ceci dit, de le faire, Bernadette. On peut pas lui reprocher de le faire. Je me tourne vers Christine. Oui. Bernadette, donc, est une battante. Elle a décidé de se remettre en question, de reconquérir son mari. Elle y est parvenue, mais
la confiance est toujours un peu sapée à la base. C'est quelque chose qui reste ou c'est quelque chose qu'on peut travailler? Oui, c'est d'abord bravo, parce que c'est vrai que vous avez après vous êtes certainement effondré, vous avez essayé de découvrir une autre partie de vous. Oui, oui. Là vraiment bravo, parce que la plupart des gens essayent pas de se découvrir, donc et malheureusement on essaye de se découvrir dans la douleur. Après en ce qui concerne la confiance, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qui vient d'emblée. Donc effectivement, quand ça a été brisé une fois, c'est comme la virginité, on la retrouve pas. Après, elle n'est pas forcément nécessaire au bien-être d'un couple. D'accord. On l'a mise comme une priorité aujourd'hui. On peut avoir des très grandes amitiés sans aucune confiance entre amis. On peut vivre des très belles histoires d'amour en ayant perdu confiance. Je trouve très intéressant ce qu'elle est en train de dire Christine, c'est sur les attentes du couple. Je pense qu'une crise et une séparation peut permettre de revoir les attentes qu'on a du couple. Aujourd'hui, on a des attentes, quand on se met ensemble, on a des attentes démesurées. Le couple doit absolument tout nous apporter, doit nous rendre heureux, l'autre doit nous rendre heureux, sublimer notre vie. Et je pense que ça fait des ravages. Et une crise sert peut-être aussi à ça, c'est-à-dire à faire redescendre le couple à un niveau peut-être un peu plus bas, c'est pas en termes de haut et bas, mais de revoir ses attentes, que non, le couple ne peut pas tout apporter, non, l'amour ne peut pas tout apporter. Oui, c'est un des principes ça s'appelle le théorème de Gradiva, la théorie de Gradiva. C'est-à-dire qu'on regarde une peinture, on rêve et on fantasme sur cette peinture qui nous comble totalement, mais en fait c'est une peinture, c'est pas une vérité. D'accord. Et effectivement, la perte de la confiance, c'est descendre dans le réel, mais on est mieux dans le réel. Eh bien, merci beaucoup Bernadette pour votre témoignage et encore une fois, bravo, oui, c'était bien le mot qu'il fallait dire. Oui. Écoutez, je vous remercie et longue vie à votre émission. Merci beaucoup, merci Bernadette. Alors, vous vous endormez chacun de votre côté du lit avec vos problèmes, vos rancœurs, vos colères. Contactez les experts Europe 1 39 21 ou sur europe1.fr. On se retrouve après Boum Boum. Couple, comment surmonter une crise? Nous sommes maintenant avec Carole qui nous a contacté au 39 21. Bonjour Carole. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Alors vous nous parlez de votre conjoint qui est très caractériel, ce sont des crises après crise après crise après crise? Oui, voilà, alors régulièrement, je sais pas, 2, 3, 4 fois par an. Je pense que c'est quand vraiment il a beaucoup de soucis et comme c'est quelqu'un qui parle très très peu, qui se confie peu, tout d'un coup, alors au début il va râler sur quelque chose et puis au lieu de râler, tout d'un coup je satisfais plus à rien, c'est-à-dire que et donc il veut quitter la maison, il veut me quitter. C'est déjà arrivé une fois? Est-ce qu'une fois il a appliqué ce qu'il a dit? Non, jamais, jamais. Ouais. Le plus loin qu'il fait, c'est monter dans la voiture et à chaque fois il revient encore plus en colère. Pardon, excusez-moi, c'est pas drôle, mais je me suis mise à rire. Oui, mais c'est ça, oui. Et moi, je devrais me dire à chaque fois, bon, mais c'est pas vrai, mais à chaque fois, je crois que c'est la bonne. Enfin, je me dis, bon, mais si ça marche, c'est vrai, il s'en va vraiment, donc je suis en pleurs. Ah, vous êtes en pleurs. C'est très très dur moi, j'ai aucun recul par rapport à ça, donc c'est très dur à vivre. Oui, donc, là, vous êtes. Christine, il vous met dans la culpabilité. Alors, il y a une technique pour bloquer la culpabilité. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, il y a une technique, vous pouvez, quand il commence à avoir une crise comme ça, vous lui dites, et vous dites rien d'autre, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas. Et vous allez voir qu'au bout de 3 fois où vous répétez cette phrase, il va sortir de la culpabilité et il va vous donner sa véritable émotion. Et ça pourra diminuer fortement la crise. D'accord. Et ça marche pas mal. Hein. Je ne comprends pas ce que tu veux ou je ne comprends pas ce que j'ai fait qui t'est. Voilà, je ne comprends pas ce que j'ai fait qui a pu te mettre dans cet état. En fait, ni l'un ni l'autre. Ah, moi, on parle mieux c'est dans les cas de crise. Parfois, pas parler, c'est mieux. Juste dire, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de je. Non. Et on répète. Et au bout en général 3 fois, il va vous dire, voilà, je suis malheureux parce que, et vous avez la vraie émotion. Et lui, il est apaisé. Et vous, est-ce qu'il vous arrive d'être énervé? Oui, comme tout le monde, mais pas plus que ça. Non, moi, au contraire, je suis quelqu'un qui tempère plutôt les choses. Je fais plutôt tampon. J'essaye souvent d'apaiser. Et si vous piquez une colère, il va se passer quoi? Si vous aussi vous piquez une colère, il va se passer quoi? Si vous aussi vous montez dans votre voiture en partant en disant c'est moi qui me barre. Oh là là, alors là j'en ai aucune idée parce que j'ai jamais fait ça je sais pas. C'est peut-être. Est-ce qu'on peut lui conseiller d'essayer une fois? Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que ça peut améliorer
quelque chose. Christine. Là, elle a pris un rôle et lui un autre. Après, si elle adopte le rôle du bourreau et qu'elle s'en va, lui va continuer à garder son rôle parce que c'est un homme et ça risque d'empirer ou pas. On parlait de communication et vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission que les problèmes de communication, ce sont ceux qui sont les plus faciles à surmonter. Là, on est typiquement dans un problème comme celui-ci, en tous les cas a priori. Est-ce que ça vaut aussi la peine d'en parler quand on n'est pas sous le coup de la colère? Vous nous avez dit, bon, sous le coup de la colère, il n'y a rien à dire, je ne comprends pas ce qui se passe, voilà, le répéter 3 fois. Mais est-ce que Carole et son conjoint pourraient un jour se dire, tiens, on va essayer de parler de ce qui ne va pas parce que ça nous fait du mal, parce que c'est dommage de répéter les mêmes schémas à chaque fois. Est-ce que en dehors de la colère, quand on en est sorti, ça vaut la peine d'en parler? C'est une bonne idée. Moi, ce que je propose aux couples, c'est d'aller dans un endroit plutôt joli, en dehors de leur quotidien. Ouais. Parce que déjà, il y a moins de tension. Effectivement, de le faire en dehors des moments de colère. Voilà. Ou sinon, trouver un tiers qui peut être un ami ou un thérapeute. Oui, c'est l'idéal. Et ne pas communiquer en dehors de ces moments-là. Ne pas communiquer, voilà. Pour pas rajouter. Eh bien, merci beaucoup, Carole, pour votre appel. Merci. Et j'espère que ça va aller mieux, j'en suis sûre là. Vous avez compris. Faut pas dire tu, faut pas dire je ne comprends pas ce qui se passe. 3 fois. D'accord? Merci. Merci. Je voulais vous lire le témoignage de Yann. J'ai eu une relation avec ma meilleure amie. On a coupé les ponts suite à cela. Elle s'est mariée. On s'est revus quelques années plus tard. Donc il y a eu un break finalement, et pendant lequel elle s'est mariée. Elle a ensuite divorcé, puis s'est remariée avec moi, et je suis toujours avec elle. C'est un joli témoignage, et on en a un autre avec Hugues qui nous a également contacté au 3921. Bonjour Hugues. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Alors, 23 ans de vie commune avec votre épouse? Oui, en fait... et quelques crises. Précisément le 10 janvier prochain, on aura l'occasion de marquer le coup. Alors oui, 23 ans, pas toujours très simple, car quand je l'ai connu, moi, je venais de plein fouet d'être quitté par ma première femme qui était partie avec ma petite fille. Donc j'étais pas dans les meilleures dispositions, et il se trouve qu'on a eu cette rencontre magique et qui a fait que elle m'a redonné goût à la vie, elle m'a redonné goût et elle m'a appris en réalité qu'une chose parmi les plus importantes en réalité est la confiance, la communication. Ça c'est ultra important. Moi j'avais tendance quand il y avait des problèmes à un peu partir prendre l'air histoire de calmer un peu le jeu et laisser passer. En fait, chaque fois, ça a été un peu dur au départ, mais à chaque fois, elle a voulu affronter, parfois un petit peu en force, mais il fallait absolument qu'elle sache si j'allais bien, si j'allais mal, la raison du pourquoi j'avais mal, etc. Forcément, avec un enfant loin, c'est assez douloureux. Et ensuite, malheureusement, elle a essuyé pas mal les plâtres de ces douleurs que j'avais, moi, intériorisées. Mais malgré tout, on a fait quand même 2 beaux enfants. On a failli se marier. Là aussi, elle a eu une grosse déception parce que 8 jours avant le mariage, on apprenait qu'en fait mon divorce n'avait pas été officialisé auprès de l'État civil, donc redéception. Et sous toutes ces déceptions, finalement, vous avez réussi, pardon de vous couper, mais à les surmonter ensemble. Je voulais entendre ce message d'optimisme pour terminer cette émission. Je voulais aussi vous remercier. Merci Hugues, et vous aussi les experts Christine Toth et Delphine Appiou. On a bien compris qu'une petite crise de temps en temps, c'est plutôt bien si on en parle. Faire un break, ça peut valoir le coup, mais pas trop longtemps, et rendez-vous dans les pages de Biba pour en savoir plus. Et puis on écoute Ne me quitte pas de Jacques Brel pour pleurer tout seul, pas à 2. On ne supplie pas l'autre de vous laisser devenir l'ombre de son chien. C'est beau à écouter en chanson, mais dans la réalité, ça résonne comme laisse-moi devenir le chewing-gum qui colle à ta semelle. Et ça, c'est pas du tout bon, le coup du chewing-gum. Un peu de dignité en amour, un peu d'ego, c'est nécessaire. Et on vous retrouve demain, Elena, à 15h pour parler des bienfaits du sport. Effectivement, le sport, c'est la santé physique, la santé psychologique. Nous verrons aussi que c'est l'occasion de créer du lien. Bref, si vous voulez savoir quel sport vous convient, vous nous appelez 3921 touche 3 pour accéder au répondeur des experts ou europe1.fr. À suivre Laurent Ruquier et ses complices dont va gêner. Ce sera après les informations présentées par Pierre de Villeneuve. Salut.